On dit que le cœur de chaque marié s'arrête la veille de son mariage. Le mien, cependant, semblait battre à l'agonie, essayant de briser mes côtes et de s'échapper. La robe blanche parfaite, reflétée dans le miroir, n'était pas un symbole d'un avenir heureux, mais plutôt une cage de dentelle élégante, et la seule question qui résonnait assourdissante dans ma tête était terriblement simple. Est-ce que j'épouse le bon homme? Je me tenais sur le podium du salon de mariage, reconnaissant à peine la femme qui me regardait depuis le miroir. Le corsage en dentelle blanche comme neige, brodé de perles, était parfaitement ajusté, dessinant idéalement ma silhouette. La traîne longue, presque infinie, coulait sur le parquet ciré, telle une rivière de lait, et pour un bref instant, je me sentis comme la princesse de mes rêves d'enfant que j'avais depuis longtemps oubliés. Derrière moi, dans le reflet, apparut la silhouette de ma mère. Ses mains chaudes, si familières, ajustaient délicatement le voile léger. Claire, ma chérie, tu es exactement comme tu t'imaginais dans ton enfance, murmura-t-elle, et sa voix mêlait fierté et ce tremblement à peine perceptible, propre à une femme prête à donner sa fille unique à une autre famille. Je me forçai à sourire, me souvenant comment, à 10 ans, je jetai sur mes épaules de vieux rideaux de tulle et jurai qu'un jour j'épouserais un vrai prince. À l'époque, ce n'était qu'un conte de fées innocent que je me racontais à moi-même et à mes amis lors des soirées pyjama. Et maintenant, debout dans cette robe éblouissante, je voulais désespérément croire que Jacob Whitfield était ce prince. Pendant 3 ans, il avait été mon soutien, solide, attentionné, exactement le genre d'homme que mes parents ne pouvaient qu'admirer. Il ne manquait jamais un dîner de famille, apportait toujours des fleurs, serrait la main de mon père avec une confiance inébranlable. Pour eux, il était le parti idéal. Pour moi, l'homme qui avait promis de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Tandis que la couturière, à genoux, épinglait la dernière épingle à l'ourlet, ma mère me serra fort les mains. Demain, tu seras la plus belle mariée de toute Savannah, dit-elle. Ses yeux brillaient, comme si elle ne voyait pas seulement une robe de mariée, mais toutes les années d'espoir et de rêve qu'elle avait investies en moi. Je pressai mes paumes contre ma poitrine, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je me persuadai que ce n'était qu'une excitation joyeuse, une anticipation dévorante d'une nouvelle vie qui était sur le point de commencer. Sur le chemin du retour, nous avons parcouru une fois de plus la liste interminable. Les fleurs livrées, le gâteau à plusieurs étages près, les musiciens confirmés, le restaurant dressé pour 40 invités d'honneur. Ma mère, avec l'air affairé de quelqu'un qui a pensé à chaque détail, jusqu'à la dernière serviette, cochait chaque point. Et la lune de miel? Demanda-t-elle avec un sourire taquin. Je ris. Jacob avait insisté pour que cette partie reste une surprise pour moi. Il avait promis quelque chose d'inoubliable, et je me suis accrochée à ce mot comme à un talisman salvateur. Tout était prêt. Toute la ville bourdonnait déjà d'anticipation pour le mariage, discutant de la façon dont deux familles respectées, les Mitchell et les Whitfield, allaient enfin s'unir. Et pourtant, en regardant les rues familières défiler par la fenêtre de la voiture, je sentis une inquiétude glaciale m'envahir. Tout se passait trop bien. Pas un seul défaut pendant les longs mois de préparation, et pourtant mes mains tremblaient de manière traîtresse. Trop parfait, murmurait ma voix intérieure. Trop impeccable pour être vrai. Je chassai rapidement cette pensée, forçant un rire nerveux. Toutes les mariées sont nerveuses, me dis-je à voix haute, essayant d'ignorer le frisson froid qui naissait quelque part au fond de ma poitrine. Demain devait être le plus beau jour de ma vie, et je voulais si désespérément y croire. De retour à la maison, je suspendis soigneusement la robe dans l'armoire, touchant une dernière fois la soie douce du bout des doigts avant de fermer la porte. Demain, cette robe me mènerait à l'hôtel. Ma mère était dans ma chambre, pliant soigneusement du linge dans le coffre en cèdre qui avait été préparé pour mon trousseau depuis mon enfance. Claire, demanda-t-elle doucement, sans se retourner. Es-tu vraiment prête pour cette étape? Je ris un peu plus vite qu'il n'aurait fallu. Maman, Jacob et moi avons tout discuté. Il veut des enfants, et moi aussi. Nous vivrons dans son appartement jusqu'à ce que nous trouvions une maison plus grande. Tout ira bien.
Elle hocha la tête, satisfaite, puis me rappela les généreux cadeaux de mon père. L'appartement du centre-ville était déjà à mon nom. Une nouvelle voiture attendait dans l'allée, sans parler des économies mises de côté pour le début de notre vie de famille. C'était la dot dont toute Savannah parlait, et je savais qu'elle en parlait avec une fierté non dissimulée. Mais en entendant cela à voix haute, je sentis quelque chose se tordre douloureusement en moi. Maman, tout ça m'est égal, dis-je en m'asseyant sur le bord du lit. L'important, c'est que Jacob et moi nous aimons. Les mots sortirent clairs facilement, mais dès qu'ils furent prononcés, une ombre de doute s'y glissa. Je me souvins de ces moments étranges de l'année écoulée qui semblaient alors insignifiants. Comment il ne répondait à mes appels que plusieurs heures plus tard, prétextant des réunions sans fin. Comment il cachait précipitamment son téléphone dans sa poche dès que j'entrais dans la pièce. Comment il passait de longues soirées avec des amis, trouvant toujours le même prétexte. Et puis, il ne disait jamais « je t'aime » en premier. Jamais. Toujours seulement en réponse, comme s'il renvoyait poliment une balle. Au lieu de cela, il souriait et m'appelait « mon soleil », comme si des surnoms affectueux pouvaient remplacer les 3 mots les plus importants. Je secouais la tête, chassant ses souvenirs, me reprochant de chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, il m'avait demandé en mariage, n'est-ce pas? Il avait planifié ce mariage grandiose. Demain, il se tiendrait à mes côtés devant Dieu et tous ceux que nous connaissions. Mais ce tremblement nerveux ne me quittait pas. J'essayais de me convaincre que c'était normal, que chaque marié, la dernière nuit avant son mariage, ressentait une part de doute. Peut-être que les mains tremblantes, les pensées insomniaques, le vide froid dans mon ventre, tout cela faisait simplement partie du rituel prénuptial. Le téléphone sonna, me tirant de mes sombres réflexions. Je saisis rapidement le combiné. Allô? Allô, mon soleil? La voix de Jacob était chaude, calme, exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Comment va ma future femme? La robe t'a plu? Je fermai les yeux, laissant sa voix m'envelopper comme une couverture chaude. Elle est parfaite, j'ai hâte d'être à demain. Et moi, j'ai hâte de faire de toi ma femme, dit-il doucement. Pour toujours, Claire, nous serons ensemble pour l'éternité. Je souris dans l'obscurité, serrant le téléphone comme si c'était ma seule encre dans une mer de doutes déchaînés. Ce soir, ces mots suffisaient à calmer la tempête, au moins pour un temps. Après notre conversation, je ne tenais plus en place. La voix de Jacob avait résonné si tendrement, si rassurante, que je voulus le voir immédiatement, partager avec lui cette joie fragile qui commençait à percer à travers l'anxiété. Juste une demi-heure, promis-je à ma mère en enfilant un manteau léger. L'air du soir à Savannah était doux et parfumé, imprégné de l'arôme du chèvrefeuille et d'un léger goût salin de l'océan proche. Mes talons claquaient distinctement sur le trottoir alors que je traversais le parc de mon enfance. Les voisins, assis sur leur porche, me lançaient des félicitations pour le lendemain, et je leur faisais signe en retour, souriant comme si j'étais la femme la plus heureuse du monde. Au loin, sa maison apparut, sa façade en briques pas encore peinte. Un chat endormi était roulé en boule sur le rebord de la fenêtre. Je montai les marches en sautant 2 à la fois, mon cœur battant non plus d'excitation, mais de pure anticipation. J'avais déjà levé la main pour frapper quand la voix de Jacob, étouffée par la fine porte en bois, me parvint. « Maman, arrête de t'inquiéter, tout ira bien. » Je me figeai, la main suspendue en l'air. Son ton était calme, confiant, celui qu'il utilisait habituellement pour convaincre des clients importants. La voix de sa mère répondit, et elle tremblait. « Jacob, es-tu sûr de ça? À propos de Claire. » J'attendis sa protestation immédiate et passionnée, une déclaration d'amour infini. Au lieu de cela, il eut un petit rire calme et quelque peu détaché. « Je te l'ai dit 100 fois, Claire est comme une sœur pour moi. Je me suis habituée à elle au fil des ans. C'est une fille gentille. » Ce mot, sœur, me transperça. Mon cœur se serra en une boule de glace, mais je restai figée, espérant désespérément qu'il se corrigerait, qu'il dirait autre chose. « Mais l'aimes-tu » insista sa mère. Jacob rit, et ce son me glaça le sang.
L'amour, maman, c'est pour les romans sentimentaux. Dans la vraie vie, il faut penser avec sa tête. Tu as bien vu ce que ses parents nous apportent. Un appartement en centre-ville, une nouvelle voiture, de l'argent et surtout les relations de son père à la mairie. C'est inestimable. Ce mariage est une garantie pour notre avenir, pas une quelconque romance. Le monde vacilla sous mes pieds. La rampe s'enfonça dans ma paume alors que je m'y agrippais pour ne pas tomber. Chaque sourire tendre, chaque compliment murmuré, chaque fois qu'il écartait une mèche de cheveux de mon visage, tout cela se brisa en 1000 morceaux, comme du verre bon marché. La voix de son père se joignit à la conversation, calme et approbatrice. Elle fera une bonne épouse, bien élevée, respectable, d'une excellente famille. Tu fais le bon choix, mon fils. Les mots suivants de Jacob détruisirent les derniers vestiges de mes illusions. De plus, Samantha Brooks est de retour en ville. Tu te souviens d'elle? Nous étions si heureux ensemble autrefois. Avec elle, je peux me permettre la passion. Avec Claire, j'obtiens la stabilité, le meilleur des deux mondes. Le nom Samantha résonna dans mes oreilles. Je me souvenais vaguement d'elle. Brune, quelques années de plus que nous, du genre de fille qui faisait sensation au lycée. Elle n'avait pas été en ville depuis des années, et maintenant elle était de retour pour prendre discrètement la place dans son cœur que je croyais naïvement m'appartenir. La voix de Jacob devint plus basse, plus intime, mais toujours audible à travers la maudite porte. Je la vois demain matin, avant la cérémonie, pour tout arranger. C'en était assez. Mon corps se mit en mouvement avant que mon esprit ait pu réaliser quoi que ce soit. Mes talons claquaient assourdissants alors que je dévalais les escaliers. Les larmes brouillaient ma vue, ma respiration était saccadée. 3 ans de foi, 3 ans à construire un château de sable. Sœur, actif, Samantha. Ces mots me martelaient. Le temps que je sorte en titubant dans l'air frais de la nuit, la vérité s'était profondément enracinée en moi. Jacob Whitfield ne m'aimait pas. Jamais. Chaque instant passé ensemble n'avait été qu'un spectacle bien calculé, et mon conte de fées venait de se terminer tragiquement sur son seuil. Je ne me souviens pas comment je suis rentrée à la maison. À un instant, j'étais devant la porte de Jacob, le cœur brisé en morceaux, et l'instant d'après, j'entrais en trombe dans ma chambre, où la lueur fantomatique de ma robe de mariée s'échappait de l'armoire entr'ouverte, comme un rappel cruel de ce qui aurait dû se passer demain. Ma mère me demanda si tout allait bien, sa voix pleine de chaleur et d'inquiétude. Je forçai un semblant de sourire, marmonnai quelque chose sur la fatigue et passai rapidement devant elle avant qu'elle ne puisse remarquer mes mains tremblantes et mes yeux rougis par les larmes. La maison était silencieuse, mais à l'intérieur de moi, c'était le chaos. Je restais allongée sur mon lit, fixant le plafond, et chaque moment des 3 dernières années défilait devant moi avec une clarté impitoyable. La façon dont Jacob m'avait présenté à ses parents un peu trop rapidement. Était-ce une manifestation de romantisme ou une stratégie bien pensée? Ces questions constantes sur le travail de mon père, sa curiosité à peine voilée concernant les titres de propriété de l'appartement, le compte d'épargne, la nouvelle voiture. La façon dont il évitait toujours de dire « je t'aime » en premier, me laissant prononcer ces mots pour ensuite les répéter avec un sourire qui semblait, maintenant, répété et faux. Comment avais-je pu être si aveugle? Je construisais des châteaux de sable, me persuadant obstinément qu'ils étaient en pierre. Pendant des heures, je restais éveillée, déchirée entre deux choix insupportables. Je pouvais me taire, l'épouser et sauver la face de la famille. Les invités souriraient, les photos seraient accrochées au mur de notre maison. Mes parents garderaient tôt la tête haute dans la haute société de Savannah. Mais je saurais la vérité. Chaque matin, je me réveillerais à côté d'un homme qui m'estimait pas plus qu'un livre de contes, qui murmurait des mots de passion à une autre femme tout en disant que j'étais comme une sœur pour lui. L'alternative était, à sa manière, encore pire. Partir, briser le cœur de mes parents, ruiner des mois de préparation minutieuse, déshonorer le nom des Mitchell devant toute la ville. Le sourire fier de ma mère dans le salon de mariage, les plans méticuleux de mon père, tout s'effondrerait en un instant à cause de moi. Vers minuit, je me traînais jusqu'au miroir. La femme qui me regardait était pâle, les yeux gonflés et les lèvres tremblantes. Je ne ressemblais pas à une mariée,
mais à un fantôme. Et pourtant, derrière cette enveloppe brisée, quelque chose scintillait. Une étincelle têtue et rebelle qui me murmurait que je valais plus qu'un marché conclu dans l'obscurité. À 4 heures du matin, je ne pouvais plus rester allongée. J'ouvris l'armoire, passai une dernière fois la main sur la robe de mariée et me détournai résolument. Je sortis un petit sac de voyage et n'y mis que l'essentiel, mon passeport, un peu d'argent liquide, l'enveloppe d'argent que j'avais mise de côté pour la lune de miel. Mes mains tremblaient alors que je griffonnais quelques lignes sur une feuille de papier. Maman, papa, pardonnez-moi. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais je ne peux pas l'épouser. Je vous aime. Claire. À l'aube, je posai la note sur mon oreiller et restai longtemps dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'enfant. Mon cœur se brisait en morceaux, mais sous cette dévastation grandissait une confiance fragile mais ferme. Je ne pouvais pas épouser Jacob Whitfield, et je ne le ferais pas. Le ciel était encore teinté des dernières ombres de la nuit lorsque je me glissai dehors. Mes chaussures bruissaient à peine sur les marches du porche. Je portais un petit sac de voyage qui devenait plus lourd à chaque pas. Derrière moi, la maison dormait dans le silence de l'aube. Mes parents rêvaient d'une fille marchant vers l'autel, et non de celle qui s'enfuyait vers l'inconnu. Les rues de Savannah étaient presque désertes. Un camion de lait passa en grondant, et quelque part au loin, une cloche d'église sonna 6 heures. Je ne regardais que devant moi, agrippant la poignée de mon sac, comme si c'était ma seule ancre dans ce monde qui s'effondrait. À la gare routière, ça sentait le diesel et le café bon marché. Les néons au-dessus de ma tête bourdonnaient désagréablement alors que je m'approchais du guichet. Un billet pour Atlanta, articulai-je d'une voix tremblante. Le caissier, sans poser de questions, me tendit simplement le billet. Départ à 8 heures, pile, 2 heures de trajet. Assez de temps pour que Jacob rencontre Samantha. Assez de temps pour que mes parents trouvent de la note sur mon oreiller. J'eus la nausée à cette pensée. Je sortis pour prendre l'air. Mes mains tremblaient lorsque je sortis mon téléphone et composai le numéro de Anna, ma meilleure amie. Elle répondit d'une voix endormie et rauque. « Claire, bon sang, tu sais quelle heure il est ?» « Le mariage est annulé, lâchai-je. Anna, s'il te plaît, écoute. Dis à mes parents que je suis en sécurité, mais que je ne peux pas épouser Jacob. » Un silence stupéfait suivit à l'autre bout du fil. « Claire, de quoi parles-tu? Il s'est passé quelque chose ?» « Je ne peux pas expliquer maintenant. Juste, assure-toi qu'ils savent que je suis en vie. » Ma gorge se serra. Désolée, je dois y aller. Je raccrochai avant que ces questions ne puissent briser ma résolution. La culpabilité déferlait par vagues suffocantes, les larmes de ma mère, la colère de mon père, la honte qu'ils devraient endurer lorsque les invités se rassembleraient devant un autel vide. Toute ma vie, ils m'avaient donné le meilleur, et voilà comment je les remerciais. En m'enfuyant, en détruisant le jour qu'ils avaient si soigneusement et avec tant d'amour construit. Mais aussitôt, une autre voix s'éleva en moi, plus ferme, plus forte. Et comment aurais-je pu rester? Comment aurais-je pu prêter un serment de fidélité à un homme qui en aimait une autre, qui ne voyait en moi qu'une bonne affaire? Épouser Jacob aurait été la plus grande des trahisons, non seulement envers moi-même, mais aussi envers la famille, qui m'avait élevée pour être une personne honnête. Quand les portes du bus s'ouvrirent enfin dans un sifflement, je montai à l'intérieur, me sentant paralysée par la peur. Les sièges sentaient le vinyle et la poussière. Je me glissai sur un siège près de la fenêtre et pressai mon front contre la vitre froide. Savannah s'éloignait lentement, et dans la vitre se reflétait une jeune fille, pâle et effrayée. Une mariée en fuite, sans aucun plan, si ce n'est d'avancer. J'avais peur de la pauvreté, de la solitude, peur d'être engloutie par une ville immense qui ne connaissait pas mon nom. Mais derrière cette peur dévorante se cachait quelque chose de plus tenace, de presque rebelle. J'avais choisi la vérité plutôt que le mensonge. Quoi qu'il m'attende à Atlanta, au moins, ce serait réel. Le bus roulait bruyamment vers le nord, m'éloignant à chaque kilomètre un peu plus de ma vie d'avant. Je pressai mon front contre la vitre, regardant les basses terres marécageuses céder la place à d'épaisses forêts de pins. Mon téléphone vibra. Le nom de Anna s'afficha à l'écran.
Mon estomac se noua avant que je ne réponde. Claire, qu'as-tu fait? Sa voix était désespérée, étouffée, comme si elle s'était cachée dans un couloir pour ne pas être entendue. Tes parents ont trouvé la note à 7 heures ce matin. Ta mère est anéantie. Et ton père, il a failli appeler la police avant que je ne lui dise que tu étais en sécurité. J'avalais ma salive, incapable d'imaginer leur visage sans une pointe de culpabilité aiguë. Anna, je ne pouvais pas l'épouser. Je sais, mais les invités arrivent gone déjà, Claire. Tous bien habillés, avec des cadeaux à la main, ils attendent au restaurant. Jacob est donc là aussi. Il dit à tout le monde que tu es malade. Elle hésita. Mais les gens chuchotent, les voisins disent que tu t'es enfui. Les mots me frappèrent comme un marteau. Enfui. C'était exactement ce que j'avais fait. À Savannah, les nouvelles se répandaient plus vite qu'un feu de forêt. Au coucher du soleil, toute la ville serait au courant. La voix de Anna trembla. Ta mère a tellement pleuré qu'elle ne pouvait finir aucune phrase. Et ton père, il n'arrêtait pas de faire les 100 pas en répétant « Elle n'aurait pas fait ça sans une bonne raison ». Jacob était pâle comme un fantôme, Claire. Il a essayé de plaisanter, mais personne ne le croyait. Je fermai les yeux, laissant ces mots peindre un tableau que je ne verrai jamais. Des tables dressées de fleurs et de porcelaine, des musiciens attendant avec leurs instruments prêts, 40 invités chuchotant maladroitement sur leurs sièges. Mes parents, forcés de se tenir devant eux, n'ayant rien d'autre qu'une note froissée à la main. Et Jacob, acculé par les rumeurs, sa réputation impeccable s'effritant sous les yeux de tous. « Que disent-ils de moi » demandai-je doucement. « Que tu as eu peur, que tu as peut-être découvert quelque chose. Certains disent de même que Jacob n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. » Anna expira brusquement. « Claire, ce sera le scandale de l'année. » J'ai failli rire, mais le son est resté coincé dans ma gorge. Qu'il en soit ainsi. Mieux vaut un scandale qu'une vie de mensonge. Le bus s'arrêta dans un sifflement à Atlanta et le chauffeur cria le nom de la station. Je rassemblai mon sac avec des mains tremblantes. Par la fenêtre, la ville se dressait, immense et inconnue, bouillonnante d'une vie qui ne savait rien de moi ni de mon histoire. À midi, pendant que toute Savannah se délectait des ragots, je donnai mes dernières liquidités à une logeuse en peignoir délavé pour une minuscule chambre en périphérie. Un lit simple, une commode fissurée et une fenêtre donnant sur un chêne tordu. Ce n'était pas du tout la vie qu'on m'avait promise, mais c'était ma vie. Et elle était honnête. La première nuit à Atlanta se passa dans un brouillard de fatigue et d'épuisement nerveux. J'étais allongée sur le lit étroit de ma chambre louée, fixant le plafond fissuré et écoutant le bourdonnement étouffé des voitures à l'extérieur. Au matin, la dure réalité me frappa. Je n'avais ni plan, ni relation, ni assurance. Le seul travail que j'avais jamais exercé était d'aider au bureau de mon père, répondre aux appels téléphoniques, classer des documents, un poste créé spécialement pour moi. Ici, tout cela n'avait aucune valeur. Je me forçais à sortir, un journal local sous le bras, et commençais à parcourir les offres d'emploi, faisant semblant de savoir ce que je faisais. Mais chaque annonce semblait exiger une expérience que je n'avais pas. Mes économies de lune de miel me parurent soudain être une bouée de sauvetage fragile qui pourrait disparaître en quelques semaines. Mon attention fut attirée par un cybercafé aux vitres, embué par la chaleur des vieux ordinateurs. À l'intérieur, un étudiant avec des écouteurs me montra comment chercher du travail sur des sites web et remplir des formulaires en ligne. Mes doigts volaient maladroitement sur le clavier, alors que j'essayais de rédiger un CV qui paraisse plus solide qu'il ne l'était en réalité. 3 ans d'expérience en tant qu'assistante administrative, sous la direction de mon propre père. Est-ce que quelqu'un dans cette immense ville prendrait cela au sérieux? J'envoyais des CV les uns après les autres, mon cœur battant à chaque clic de souris. Au 10e email envoyé, mes paumes étaient moites de sueur, je me sentais comme une imposture dans des vêtements d'emprunt, une enfant jouant à l'adulte. 2 jours plus tard, dans ma minuscule chambre, le téléphone sonna. Une voix de femme sèche se présenta comme une employée d'une agence de marketing du centre-ville. « Nous avons reçu votre candidature. Pouvez-vous venir demain pour un entretien ?» J'en eus le souffle coupé. « Oui,
Bien sûr. Le lendemain matin, je me tenais devant un gratte-ciel de verre qui semblait comme gratter les nuages. Mes genoux faillirent à se dérober alors que je traversais le vaste hall, serrant la lanière du sac à main que ma logeuse m'avait prêté. Dans l'ascenseur, aux parois de miroir, je vis mon reflet, un chemisier soigneusement repassé, les cheveux attachés en un chignon strict, le maquillage dissimulant les cernes, sous mes yeux. J'avais l'air d'une professionnelle, mais à l'intérieur, la panique me rongeait. La salle d'entretien était impeccable et intimidante. De l'autre côté de la table était assise une femme en tailleur bleu marine, un stylo à la main au-dessus d'un bloc-notes. Parlez-moi de votre expérience. Ma gorge était sèche. Je commençais à parler du service à la clientèle, de la planification des horaires, en utilisant des phrases qui étaient à moitié vraies, à moitié inventées. Mais je prononçais les mots avec assurance, même si mes mains tremblaient sous la table. Quand elle hocha enfin la tête, son ton s'adoucit. Nous sommes prêts à vous offrir une période d'essai de 3 mois. Le salaire est modeste au début, mais si vous faites vos preuves, il y a des perspectives d'évolution. Pouvez-vous commencer lundi? J'ai failli pleurer de soulagement. Oui, bien sûr. En sortant de cet immeuble, j'ai senti que la lumière du soleil était différente, plus chaude, plus vive. Ce n'était pas encore un triomphe, mais c'était un début. Ma première victoire, fragile mais si importante. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Savannah, je crus que je pourrais survivre ici. 3 mois passèrent, dans un brouillard de travail et d'épuisement extrême. J'ai à peine survécu aux premières semaines de ma période d'essai, terrifiée à l'idée que chaque erreur me démasquerait comme une imposture. Mais peu à peu, la peur s'estompa, remplacée par la passion. À la fin du 3e mois, mon superviseur me serra la main et dit « Bienvenue dans l'équipe, Claire ». Pour la première fois depuis des années, je sentis que j'avais mérité quelque chose par moi-même, sans l'aide de mes parents. Ce fragile sentiment de stabilité fut brisé en 1000 morceaux le matin où Jacob apparut au bureau. Je venais de m'installer à mon petit bureau quand le téléphone de la réceptionniste sonna. « Claire, il y a un homme qui te demande ?» Je sortis dans le couloir et me figeai. Jacob se tenait là, dans un costume parfaitement repassé, plus mince, avec un bouquet de roses blanches à la main, mes préférées. Son regard était incertain, presque désespéré. « Claire ?» dit-il doucement, comme si nous étions seuls dans une église vide et non dans un immeuble de bureaux bruyants. « Il fallait que je te voie. » J'en eus le souffle coupé. Pendant un instant, je me retrouvai à nouveau devant sa porte à Savannah, écoutant ce rire qui avait déchiré ma vie en un avant et un après. Mais je me redressai. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Ton père, avoua-t-il. Des semaines ont passé, mais il a finalement cédé. S'il te plaît, écoute-moi. » Nous nous retrouvâmes dans une salle de conférence silencieuse. Il posa les fleurs entre nous comme une offrande de paix. « J'ai été un imbécile, commença-t-il. J'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. Je pensais que le mariage était une question de stabilité. Mais quand tu es partie, j'ai réalisé ce que j'avais vraiment perdu. Je t'aime, Claire. Sincèrement. » Je sentis mes mâchoires se contracter. « Arrête. J'ai entendu chaque mot que tu as dit cette nuit-là. Chaque mot. J'ai entendu comment tu as ri quand ta mère t'a demandé si tu m'aimais. J'ai entendu comment tu as promis à Samantha de la voir le matin de notre mariage. » Son visage pâlit. « Tu as tout entendu ?»« Oui. Et cet appel. Tu lui as dit que tu l'aimais alors que tu planifiais déjà notre vie commune. » Ma voix était calme, dépourvue d'hystérie, mais remplie d'une douleur froide. « Alors ne reste pas là à me dire que tu m'aimes soudainement, maintenant que je suis partie. » Il se pencha en avant, le désespoir perçant dans sa voix. « Je me suis trompée. Je pensais que je pouvais avoir les deux. Mais je te jure, en te perdant, j'ai vu clair. Je ne veux que toi. » Je secouai lentement la tête. « Non, Jacob, tu ne m'as pas perdu parce que tu as fait une erreur. Tu m'as perdu parce que tu n'as jamais vu en moi autre chose qu'une acquisition commode, et je mérite mieux que ça. » Le silence s'éternisa, seulement troublé par le bourdonnement du climatiseur. Pour la première fois, je ne vis pas en lui le monstre qui m'avait trahi, mais simplement un homme petit et faible, impuissant face à ses propres choix. Plus tard cette semaine-là, je pris un café avec Roman, un collègue du département marketing.
Il ne m'apporta pas de fleurs et ne fit pas de discours grandiloquents. Il me demanda comment s'était passée ma présentation. Il écouta mes plaintes sur les délais serrés et rit de mes blagues nerveuses. Il ne portait pas de masque, pas de motif caché, juste un intérêt sincère. En retournant au bureau à ses côtés, je réalisai que Jacob n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le passé avait frappé à ma porte et j'avais enfin trouvé la force de la fermer. Il se passa exactement 1 an avant que je ne remette les pieds à Savannah. L'anniversaire de ma mère m'appelait à la maison. Et bien que l'idée de revenir me remplisse d'anxiété, je savais que le moment était venu. Atlanta était devenu mon monde. Le travail, les amis, un appartement modeste mais confortable. Mais Savannah restait l'endroit où vivaient les 2 personnes qui m'aimaient plus que tout au monde. Lorsque le train arriva en gare, je vis mes parents sur le quai. Ma mère pleura en me voyant et me serra si fort dans ses bras, comme si elle craignait que je puisse à nouveau disparaître. Mon père me serra dans ses bras plus longtemps que d'habitude et son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Il m'avait pardonné, même si je savais que les cicatrices restaient. Ce week-end-là, la famille se réunit pour une petite fête. Les anciens voisins me regardaient avec un mélange de curiosité et d'autre chose. Peut-être du respect pour la façon dont j'avais réussi à construire ma vie après un tel scandale. Leurs chuchotements ne me blessaient plus, je les avais surmontés. Le lendemain, je le vis dans un café tranquille du centre-ville. Jacob. Il se tenait au comptoir, main dans la main, avec Samantha Brooks. Une bague de fiançailles scintillait à son doigt. Ils avaient l'air paisibles, satisfaits, même heureux, comme le sont parfois les gens qui obtiennent enfin ce qu'ils désiraient si ardemment. Il me remarqua le premier. Pendant un instant, une tension passa dans ses yeux, puis il força un sourire poli. « Claire, dit-il doucement. » Le regard de Samantha était méfiant, évaluateur. Je hochai calmement la tête. « Jacob, Samantha. » Ma voix me surprit par sa fermeté. Un silence gênant suivit, avant qu'il ne la présente comme sa femme. Elle me tendit la main et je la serrai. « Félicitations, dis-je. J'espère sincèrement que vous êtes heureux. » Les mots ne sonnaient pas forcés. À ma propre surprise, j'étais sérieuse. L'amertume que j'avais autrefois ressentie s'était dissoute, laissant place à autre chose. L'acceptation. Ce qui avait été entre nous était terminé. C'était un chapitre clos qui ne définissait plus mon avenir. Quand nous nous séparâmes, je sortis dans la rue ensoleillée de Savannah et me sentis plus légère que jamais au cours des dernières années. Le rencontrer n'avait provoqué ni colère, ni nostalgie. Cela n'avait fait que confirmer ce que je savais déjà. Je l'avais laissé partir. Ce soir-là, assise à la table de la cuisine de mes parents, respirant l'odeur familière de la tarte aux pêches de ma mère, je réfléchis à la femme que j'étais devenue. Je n'étais plus cette jeune fille naïve qui mesurait sa valeur à l'attention d'un homme. J'étais celle qui s'était reconstruite à partir des ruines, qui avait choisi la vérité plutôt que le confort, l'honnêteté plutôt que les illusions. De retour à Atlanta, ma vie avec Roman se développait lentement, organiquement. Il ne me pressait jamais, n'exigeait jamais de promesses que je n'étais pas prête à faire. Nous dînions ensemble après le travail, parlions longuement du passé et du présent, et pouvions simplement être silencieux et à l'aise l'un à côté de l'autre. Son honnêteté était son plus grand cadeau, et elle a jeté des bases plus solides que n'importe quelle dot ou position sociale. Alors que le train me ramenait à Atlanta, je regardais par la fenêtre les champs qui s'éloignaient, et je réalisais que j'avais enfin trouvé la paix. Savannah faisait partie de mon histoire, mais n'était plus ma prison. L'avenir était à moi, et je pouvais l'écrire moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je me faisais confiance pour bien l'écrire. Le train arriva à Atlanta juste au moment où le soleil couchant peignait l'horizon de tons dorés et roses. Assise près de la fenêtre, je regardais les tours de verre des gratte-ciels scintiller, tels des phares, m'appelant à retrouver la vie que j'avais construite ici. En sortant sur le quai, je ressentis quelque chose d'inattendu, un profond soulagement. Non seulement de revenir dans un lieu familier, mais aussi de réaliser que cette ville, autrefois si étrangère et effrayante, était maintenant devenue ma véritable maison.
En traversant la gare bondée, je pensais à cette jeune fille qui, 1 an plus tôt, s'était enfuie de Savannah, tremblante de peur et serrant un unique sac, persuadée d'avoir détruit tout ce que ses parents lui avaient donné. Cette jeune fille se considérait comme une lâche et une traîtresse. Mais maintenant, debout ici, solidement sur mes 2 pieds, je compris la vérité. Elle ne fuyait pas ses responsabilités, elle courait vers la liberté. Dans mon appartement, la clé tourna facilement dans la serrure. Le petit salon, le canapé d'occasion mais confortable, la cuisine où flottait une légère odeur de café du matin. Tout cela portait l'empreinte de mes efforts, de mes choix. Pour la première fois de ma vie, tout ce qui m'entourait était à moi. Non par droit de naissance ou en tant que dot, mais parce que je l'avais mérité. Mes parents m'avaient accepté lors de ma visite et le sentiment de culpabilité que j'avais si longtemps porté en moi s'était enfin adouci. Ils m'aimaient, même s'ils n'avaient pas compris mon geste au début. Ils m'avaient donné des racines et je m'étais moi-même donné des ailes. Ce soir-là, Roman passa me voir avec des plats à emporter et son sourire habituel et désarmant. Il n'essaya pas de me charmer avec de grands gestes ou de grands mots. Au lieu de cela, il m'offrit ce que Jacob n'aurait jamais pu me donner, une honnêteté calme et inébranlable. Nous mangeâmes directement sur le canapé, assis côte à côte et riant d'anecdotes de travail. À un moment donné, il me prit la main et je ne la retirai pas. Non pas parce que je me sentais obligée, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que je le voulais moi-même. C'est alors que je fus frappée par la différence entre cet amour naissant et celui auquel j'avais failli m'enchaîner par les liens du mariage. Roman n'était pas pour moi un calcul, un marché ou une belle façade. Il était simplement un homme qui voyait la vraie moi et que j'avais choisi en retour. Pas de masque, pas de marché caché, juste nous. Avant de dormir, je me tins près de la fenêtre, regardant les lumières de la grande ville briller sur le fond de velours du ciel nocturne. Mon reflet dans la vitre semblait calme, presque radieux. Je pensais à cette robe blanche qui était restée suspendue dans l'armoire de mon enfance, intacte. Autrefois, elle symbolisait tout ce dont je pensais avoir besoin pour être heureuse. Maintenant, ce n'était plus qu'un beau tissu. La vraie robe que je portais maintenant était tissée de mes propres décisions, cousue avec des mains tremblantes, mais avec un courage obstiné. Les gens à Savannah pouvaient encore chuchoter dans mon dos que j'étais la mariée en fuite. Qu'ils le fassent. Je savais qui j'étais vraiment. Je n'étais pas une fugitive. J'étais une femme qui avait trouvé le courage de refuser de vivre dans le mensonge. Ma fuite n'était pas un acte de folie, c'était un acte de sauvetage. Et grâce à lui, mon avenir était enfin devenu réel.